Bonjour à tous. Je suis hyper contente d'être là. Je m'appelle Kitri Bourru-la-Couture et je travaille chez Ici Lundi. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Rohr, qu'on ne présente plus à Nantes parce qu'il est le cofondateur de Fago, que j'ai d'ailleurs au pied. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour parler de comment Fago a contribué, en fait, en tant que pionnière de la mode responsable, à en poser les fondations. Avant de commencer, j'aimerais, Nicolas, que tu te présentes, évidemment, assez rapidement. Et que tu nous racontes surtout les débuts de ta carrière chez Fago, il y a 15 ans. Ok, merci Kitri. Bon, j'avais compris que c'était timé. Ok, ça marche très rapidement. Tout le monde doit partir bientôt, c'est ça? Nico, enchanté. Merci d'être là. Je suis le cofondateur de Fago, une marque donc de vêtements, de baskets, d'accessoires et de bagagerie que j'ai créé avec Fred, un copain d'école, il y a 15 ans maintenant. Et nous sommes nantais depuis 4 ans. 4 ans. Ça y est. On peut considérer qu'on est nantais ou pas à 4 ans de vie ici? Ouais, c'est bon? Ok. C'est cool. Et justement, est-ce que tu peux revenir sur les débuts de Fago, qui est donc né sur les bancs de l'école, en école de commerce? Alors déjà, je vais démarrer par dire que Kitri n'a pas voulu investir dans Fago il y a 15 ans. Mais j'ai acheté une paire, et ça peut voilà. Non, tout ça pour dire que c'était il y a 15 ans. Alors, on se connaît, en plus, j'ai la chance de connaître Kitri depuis qu'on est assez petit. Voilà, où j'ai grandi à Toulon. Et donc, je suis rentré en école de commerce post-bac parce que j'étais pas très bon à l'école. Et donc j'étais 0 déjà. Dans le 0 to 1, il y a un 0, j'étais déjà 0 à l'école. Et pas très brillant non plus en école de commerce. Et c'est là que je rencontre mon futur associé. Et les débuts sont assez drôles, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on ne parlait pas d'entrepreneuriat. Ouais. Ah, n'hésite pas, si tu veux qu'on s'appelle, on s'appelle après. Et donc du coup, on rentre en école de commerce et pour moi, c'était pas très concret. On faisait des cas sur des entreprises en redressement, des entreprises de poussettes, des entreprises de lavage de voitures. Enfin, on comprenait pas grand-chose à ce qu'on faisait. Et ce qu'on se disait avec mon associé, c'est que ça manquait concrètement de vitalité et d'un projet, voilà, où on maîtrise tout de A à Z. Et on s'est trituré la tête pendant des mois sur ce qu'on voulait créer. On n'arrivait pas à mettre le mot entrepreneuriat sur ce qu'on allait faire. Et c'est le coup de cœur sur une paire de baskets qui nous a décidé de se lancer dans ce monde de la mode. Là où tout le monde a essayé de nous décourager pendant 6 mois en nous disant c'est impossible, faut pas y aller, c'est bouché, il y a déjà Nike, il y a déjà Adidas. Et c'est là où nous, on a voulu prendre le contre-pied en se disant mais c'est justement là où tout le monde est, c'est là où tout le monde en veut, parce qu'aujourd'hui, la basket, c'est l'uniforme de notre génération. Et c'est là où on s'est dit, en fait, il y a un océan bleu. On peut créer une nouvelle marque avec de nouvelles valeurs qui vont représenter vraiment notre génération et qu'on va essayer d'embarquer. Et c'est là où je fais le lien avec la blague, parce que Kitri, je n'avais pas proposé à l'époque d'investir. Mais j'en avais proposé à pas mal de copains d'investir dans Fago. Et beaucoup nous ont dit non. Et 13 nous ont dit oui au tout début. Et donc c'est là où le one est arrivé. C'est qu'on a 13 copains qui ont mis quand même à leur époque, à 21 ans, entre 1000 et 2500 euros. Alors le copain qui a mis 2500 euros, je me suis dit qu'il était complètement fêlé. Mais ils nous ont suivis du coup dans cette aventure au début finalement de Friends and Family. Et à ce moment-là, justement, tu as l'idée de faire donc des baskets, parce que tu me parlais l'autre jour de ta passion pour les baskets que tu avais vu, je crois, quand tu étais en voyage en Chine. Ouais. C'est à ce moment-là, dès le début, vous imaginez que quand on achètera une paire de baskets, on plantera un arbre. Cette idée, elle est venue dès le début, alors même qu'il y a 15 ans, enfin, j'ai l'impression qu'on était quand même beaucoup moins au fait des problèmes écologiques. Ouais. Alors, en fait, au tout début, déjà pour reparler toujours de cette période de 0. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période un peu plus favorable de la société pour créer une entreprise quand on est surtout jeune ou même à tout âge. Nous, à l'époque, on était quand même en 2007 même, où on nous parlait vraiment de le rêve, le job rêvé, là où on allait pouvoir draguer plein de filles parce qu'on avait un super poste, c'était d'être auditeur. Non, mais c'était la réalité, c'est-à-dire que les stars étaient des auditeurs. Donc moi, je suis chez Deloitte, je suis auditeur, c'est la classe incarnée. Waouh. Ok, aujourd'hui, on a vu des sondages, la classe incarnée, elle est plutôt dans l'entrepreneuriat. Donc ça a changé. Voilà. Et c'est tout ça pour dire que à l'époque, quand on montait sa boîte, l'entrepreneuriat étudiant n'existait pas encore. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat étudiant existe. Avant, c'était vraiment des juniors entreprises qu'il y avait dans les écoles. Aujourd'hui, il y a des masters entrepreneuriat. Donc la réalité de la société change. L'entrepreneuriat peut se faire plus jeune. Le risque est beaucoup plus valorisé aussi, même si on se plante dans une boîte. On trouve plus facilement un job en ayant essayé de créer une boîte, même si ça n'a pas marché, plutôt qu'à mon avis, en ayant été dans une junior entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Déjà, il y a un changement sociétal et moi, je suis ravi qu'on ait peut-être un peu contribué à ça, à notre échelle, parce qu'on a dû convaincre difficilement à l'époque notre directeur de nous accorder cet entrepreneuriat étudiant parce qu'il avait peur qu'on sape sa moyenne de salaire à la sortie d'école.
en se disant putain, j'ai 2 mecs sur le carreau là, en sortie d'école là, ils vont me niquer ma stat. Et du coup, moi dans l'Express, je suis foutu. Voilà. Bon bref, ça c'était la réalité d'avant. Aujourd'hui, il y a un super master entrepreneuriat à l'ISTEC, l'école que j'ai fait, et c'est presque une de leurs fiertés aujourd'hui d'avoir ce master. Bref, pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans? Et du coup, je reparle vraiment du zéro, ce qui est assez important, et c'est le zéro à tout âge. On m'avait aussi dit à l'époque, pas de femme, pas d'enfant, pas de femme, pas d'enfant, pas d'emprunt, vas-y. Ok. Et c'est vrai qu'on voit quand même que plus on grandit, plus c'est dur de faire des concessions, de se dire je m'habitue à un train de vie, alors qu'à l'époque j'avais toujours un lit chez mes parents et c'était quand même assez safe. Donc on se dit à ce moment-là, on crée une boîte, donc Fago, et en fait c'était même pas une entreprise, c'était une marque. Voilà, on voulait créer une marque de basket qui allait embarquer toute notre génération, et notre génération a été sensible à plusieurs choses, à la fois au basket, donc à la mode finalement, et en deux à l'environnement. Mais c'était pas son vecteur d'achat. C'était juste de dire j'ai conscience, on fait partie de la génération où on doit changer les choses, mais en revanche c'est pas ça qui va me faire acheter, mais c'est un must-have. Donc nous on a décidé de pas faire une basket qui allait ressembler à un sac à patates, qui était un peu la mode de l'écologie à l'époque. On a voulu faire une basket cool, stylée, pour des étudiants de 22 ans à l'époque, notre âge. Et merci Kitry d'être tombé dans le piège et du coup d'avoir acheté une paire de Fago à Reims lors de la première vente privée Fago. Merci encore à toi d'avoir contribué dès le début. Et donc en fait l'environnement est venu dès le début en se disant c'est un peu comme l'éducation d'un enfant, si tu le fais pas dès le début, tu vas avoir des problèmes à l'âge adulte. Là c'est pareil pour une boîte, c'est très dur de changer son ADN en cours de boîte. Donc en fait c'est assez important dès le début de se mettre. Et nous donc en fait la manière dont on l'a sacralisé, c'est de dire la mission chez Fago est aussi importante que le métier. Donc aujourd'hui, dès qu'on recrute quelqu'un, on lui dit on te recrute à la fois pour ton métier et ta capacité à mener la mission. Peu importe le métier, en fait, on est tous concernés, qu'on soit dans les opérations, en finance, au produit qui paraît plus évident, au marketing qui paraît plus évident, mais tout le monde est embarqué dans la mission. Tu vas très vite dans mes questions, donc je vais revenir comme un peu. Pardon. Non, ça m'intéresse vachement parce que effectivement, vous avez commencé par un réseau privé, enfin de vente privée en école de commerce, donc a priori une cible qui vous parlait parce que c'était vous. Comment on passe? Enfin, il y a eu beaucoup d'étapes dans le développement de Fago. Il y a eu effectivement ces ventes privées avec une levée grâce à des copains. Après, il y a eu une première levée de fonds d'1,5 million d'euros. Après, récemment, il y a eu 15 millions d'euros. Tu peux revenir un petit peu justement sur ces jalons un peu parce que vous êtes passé de 0 à 1, mais avec plusieurs 1, j'ai l'impression quand même. Et alors déjà le 0, 0, 0, on m'avait dit aussi, pas mal de personnes, alors plutôt âgées m'avaient dit, ne parle jamais de ton projet. Tu le gardes pour toi, hein. Attention, c'est un secret, parce que sinon tu vas te le faire piquer. Waouh. Et là, d'autres personnes plus jeunes, qui étaient un peu plus entrepreneurs, m'avaient dit, faut que t'en parles en fait, parce que c'est les gens qui vont te boxer en soirée, et en plus ils vont te faire ta pub. Donc nous on a plutôt pris le parti pris d'en parler à tout le monde, même de saouler les gens en soirée. Pour parler de notre projet Fago et de tester en fait ce projet. Et ça a fait germer plusieurs choses. C'est que déjà, ça nous a permis de rencontrer un de nos concurrents à l'époque, alors qui était beaucoup plus gros que nous, qui s'appelait Feiyu, qui est une marque et qui nous a vraiment pris et qui nous a permis et qui est morte aujourd'hui. Enfin, la marque n'existe plus, enfin ou peu. Et en fait, en parlant avec lui, on lui a dévoilé comme toute notre strate, tout ce qu'on voulait faire, et il nous a rendu service. C'est quand même fort qu'un concurrent se positionne à notre chevet, se mettre à notre taille de tout petits entrepreneurs de 22 ans, alors que lui en avait 40, et de venir nous aider. Ça a été formateur, et donc c'est à deux titres. C'est un, de parler aux gens, parce qu'en fait ça permet d'affiner ton modèle, et deux, d'essayer de rencontrer des gens vraiment bons sur ton métier, même s'ils sont concurrents pour certains, parce qu'en fait ils sont aussi ravis de donner un coup de main, et de te faire rentrer dans la réalité de ton marché. Je vais vous citer un exemple très, très clair. Si j'avais pas rencontré Feiyu, j'aurais perdu, je pense, 6-8 mois d'apprentissage. C'est lui qui m'a appris la TVA. Voilà, tout con. Non, mais aujourd'hui, on allait vendre nos produits en TTC. Enfin, vraiment, c'était le début, béaba. Mais quand on n'est pas entrepreneur et qu'on n'a pas eu ces cours de gestion ou toute cette réalité-là, on apprend qu'aussi il y a un prix professionnel dans mon métier. Donc, c'est avec un coef de 2,5 qu'on revend un produit à un professionnel, qui a des saisons. Il faut s'inscrire dans les saisons. Et pour revenir à quel point il faut embrasser vraiment son costume du futur métier, on est arrivé, la petite blague nous a pas fait sourire sur le moment, et maintenant elle me fait beaucoup rire. On est arrivé en costume cravate complet devant chez Colette, le magasin très stylé à Paris, parce qu'on nous a dit il faut aller chez Colette, c'est là où il faut que vous vendiez vos baskets. Et on arrive en costume cravate avec notre attaché case ISTEC, école de commerce, de super marketing. On arrive devant l'entrée, et puis on dit voilà bonjour, on voudrait voir Sarah de Colette. Et puis là, il y a un mec qui me regarde, il fait oh là là, terrible, et puis il part en réserve, un peu en courant.
Il revient, il dit, désolé, Sarah est pas là. Et après, on lui dit, bah, s'il vous plaît, on insiste vraiment. Il dit, mais c'est pourquoi? Et là, j'ouvre mon attaché case, on sort 2 paires de baskets. Il me fait, oh putain, je pensais que c'était le contrôle des impôts. Et donc pour dire, et après, en fait, la réponse a été assez claire. Du coup, bon les gars, laissez pousser votre barbe, arrêtez les conneries, lâchez vos costumes, et mettez-vous dans le costume de celui qui doit vendre cette paire de baskets, c'est-à-dire un mec plus cool. Enseignement pris. Voilà. Eh ben, c'est très intéressant, justement. Enfin, c'est rigolo parce que Fago aujourd'hui, alors il y a évidemment des gens qui aiment juste le style, mais vous avez réussi, j'ai l'impression, à réunir un peu des adeptes. On va pas dire des fans non plus, mais parfois un peu. J'ai un beau-frère qui est littéralement fan. Comment les partenariats et les collaborations, justement, vous ont amené à créer, enfin, à fédérer autant une communauté autour de votre produit et de votre mission, en fait? Alors, en fait, on a toujours voulu créer un imaginaire chez Fago, parce qu'on pense que c'est plus important que même le produit est important, ça c'est sûr, mais il y a l'imaginaire et tout ce que ça va véhiculer, tout ce qu'on peut faire avec du Fago. Et un jour, je crois que la plus belle récompense, c'était un gars qui nous avait dit, alors moi, ce qui est cool avec Fago, c'est que je fais tout. On va dire, comment ça? Je suis chirurgien, donc le matin, je vais opérer au bloc en Fago, tête aux pieds. Ensuite, je vais à mon date, c'était à l'époque, on avait 25 ans. Je vais à mon date en Fago, et ça marche. Ok. Le lendemain, je vais chez mes parents en Fago, ça marche. Et après, je pars en vacances en Fago, ça marche encore. Bon, en fait, il nous disait, ce qui est cool avec Fago, c'est que on va dire, voilà, c'était ses propos, mais qui nous sont rapportés par d'autres personnes, c'est un lifestyle qui passe partout. Voilà, qui est pas trop contraignant, qui donne pas une info trop forte sur soi, et qui dit juste, bon, bah, tu t'habilles bien, et tu es assez à l'aise pour tout faire. Et donc, cet imaginaire, en fait, nous, on l'a voulu, alors, on l'écrit en interne, c'est dire, on veut habiller notre génération qui vit en ville, et qui va dans la nature, habillé avec une tenue hybride pour ces deux activités, donc en Fago, et qui, la plupart du temps, est à vélo. Voilà. Et ça, c'est notre imaginaire, ce qui nous a conduit à ouvrir, en 2023, notre première Fago Forest House. Donc, c'est une magnifique petite maison de bois, alors qui est plutôt grande, en fait, parce qu'il y a 3 chambres dedans, c'est un tipi en bois avec une façade vitrée de 15 mètres, en Normandie, et donc, qui est au cœur d'une forêt Fago. Et le rituel, donc, vous partez de la ville, vous allez dormir dans les bois, parce que de votre lit, vous voyez la forêt Fago. Et le premier rituel, c'est que vous plantez un arbre Fago, vous complétez la forêt. Ensuite, vous allez vous balader, vous êtes en Fago encore, et vous allez dîner face à cette forêt, puis un petit bain nordique au fond de la forêt. Et en gros, c'est tout cet imaginaire qu'on essaie de cultiver au fur et à mesure des années, pour embarquer pas seulement avec des vêtements, mais embarquer dans une aventure. Mais est-ce qu'il y a des collaborations ou des partenaires qui ont particulièrement contribué justement à renforcer ça? Parce que de faire ça seul, c'est quand même assez complexe. Bah, par exemple, la Fago Forest House, on l'a ouvert avec un jeune couple qui en a eu marre de Paris, qui a racheté un petit château en Normandie et qui ont voulu faire ce projet-là et on s'associe avec eux. Oui, après, il y a eu des jalons, parce qu'on a fait on a eu des collaborations qui nous ont rendus plus forts, comme une collab avec Aigle, une marque que vous connaissez tous. Et en fait, eux venaient chercher une cure de jouvence chez nous, et nous, on venait chercher de la notoriété. Donc en fait, ça c'est aussi un super rapport, les collaborations, en tout cas dans notre domaine, qui enrichissent tout le monde. Nous, on avait l'impression, quand Aigle est venu nous voir, de nous dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? On est minuscules, quoi. Les mecs pèsent 800 millions, nous, on pèse 27 millions, qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fait, ils avaient besoin de nous pour passer ce cap, de redonner du sens à leur marque. Et depuis qu'on a fait cette collab, ils essayent de devenir B Corp comme on l'est, ils sont passés société à mission comme nous, ils mettent des matières recyclées dans tous leurs produits, et ils plantent des arbres. C'est pas grave, en fait, en soi. Ils ont pris pas mal de choses de chez nous, mais, en fait, ce qu'on veut faire, c'est aussi faire grandir cette fair fashion dont on parle, c'est se dire qu'en fait, si tout le monde se met dans des bons usages dès maintenant, en fait, tant mieux, quoi. Ouais, et en même temps, eux nous ont fait grandir, parce qu'ils nous ont fait une énorme commande, ça c'est quand même cool, pour mettre dans leurs 80 boutiques en France, et en plus, ils nous ont augmenté notre notoriété. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et bien justement, cette normalisation un peu de toutes les boîtes aujourd'hui vont aller vers l'impact, et même les plus grosses enseignes un peu décriées. Comment, du coup, quand on est pionnier de la mode responsable, on continue à tirer son épingle du jeu? Enfin, j'imagine que même si tu fais une guest house dans une forêt, c'est pas suffisant. Comment toi, tu vois les choses pour dans 5-10 ans et rester justement pionnier, quoi, en avance de phase là-dessus? Alors en fait, on a un peu 2 garants de notre mission chez nous. Ils sont très forts. Le premier, c'est qu'on a adopté le statut d'entreprise à mission. On a été la première marque en France à l'adopter.
Et en fait, ça nous permet de créer une philosophie qui est singulière à Fago. Donc, on a écrit une raison d'être, ou autrement appelée une mission. Et tout ça, c'est jugé, entre guillemets, par des parties prenantes internes et externes. Donc, on a un comité de mission composé de 12 personnes qui viennent chaque année nous challenger dans notre mission. Et on remet 10 objectifs par an qui sont audités par des cabinets comme Deloitte, les fameux auditeurs. Voilà. Et qui viennent nous auditer tous les ans sur notre mission pour vérifier que notre mission est bien en avance par rapport au marché. Ça, c'est le premier levier. Et à l'intérieur de ça, par exemple, chez Fago, chaque année, chaque collaborateur a un objectif à mission concret à réaliser pour engager notre génération contre le dérèglement climatique. Ensuite, on a une certification B Corp que vous devez peut-être connaître. Je ne sais pas qui connaît B Corp ici. Ouais, pas mal. Et entreprise à mission. Ah ouais, putain, bon public. Ok, cool. Je vous conseille de monter vos boîtes dès le début avec ces piliers-là. Et donc B Corp, ça permet de passer ton bac de la mission d'entreprise. Donc en fait, on est jugé sur un nombre de questions et il faut 80 points pour être B Corp. Fago, nous avons 85 points. À titre de comparaison, Patagonia en a 160, mais Veja en a 85. Picture Organique en a 85 aussi. Et la moyenne du secteur, parce qu'il y a 40 000 boîtes qui essayent par an de devenir B Corp et qui n'y arrivent pas, parce qu'on n'est que 3500 dans le monde, eh bien, elles ont 40 points. Donc, Fago, dans son modèle, est 2 fois mieux que le secteur. Et en fait, c'est par ces deux biais-là principaux qu'on arrive à exciter la mission, à être toujours en avance sur les matières recyclées. Donc ça, c'est beaucoup de R&D, sur notre capacité à calculer les émissions de CO2 et à les baisser considérablement, à les compenser avec des arbres. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'arbres plantés en France dans 500 forêts. 3 millions d'arbres, pardon. 3 millions d'arbres. Et enfin, et surtout, je pense que le plus important, c'est d'associer toute la boîte à cette mission. En fait, aujourd'hui, on a dit, depuis qu'on est passé société à mission, avec Fred, on a dit à nos salariés, avant la mission, elle reposait sur nos épaules à 100%. Donc, on était les garants, les gardiens du temple. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle république, donc c'est Fago. Et sur le fronton, il n'y a pas marqué liberté, égalité, fraternité, mais il y a marqué engager notre génération contre le dérèglement climatique. Nul n'est censé ignorer la loi dans cette entreprise. Et tout le monde est censé faire sa mission dans son métier. Un exemple tout bête, mon responsable commercial, Olivier, a refusé une personne est venue le voir en octobre dernier pour lui demander quelques doudounes, 1500 doudounes, c'est plutôt des polaires comme celle-ci, pour le Noël de sa boîte. On lui a dit, on peut te livrer, mais c'est le 15 janvier parce que nous, on ne prend pas l'avion. Et la personne a dit, non, c'est pas possible, il me les faut pour le 15 décembre. Seul moyen pour nous de remporter ce contrat de 250 000 euros, qui est quand même gros, c'est de prendre l'avion. Et Olivier n'a même pas eu besoin de venir nous voir comme juge de paix. La mission, il l'incarne dans son métier. Il a dit non, je ne prends pas cette commande parce que nous, on ne fait pas prendre l'avion pour nos marchandises. Donc, si vous la voulez, c'est le 15 janvier. Sinon, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Ce que je vous recommande pas parce que dans tous les cas, celui qui devra le faire prendra l'avion. Voilà. Donc, on n'a pas eu le marché, on n'a pas eu les 150 000 euros, mais au final, on est droit dans nos bottes dans notre mission et on avance. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent nous reconnaître en se disant, en fait, Fago est un modèle, alors pas parfait. Je pense qu'on a plein de choses à améliorer. On est loin d'être parfait, mais en tout cas, dans la direction qu'on essaie de se donner, on s'y tient. Il faut être militant ou pas pour travailler dans cette boîte et même l'incarner? Non, il faut pas être militant. Alors ça, moi, c'est un mot que j'aime. Merci de poser la question, parce qu'elle est très bonne. C'est cadeau. On dirait que c'est la question que je vais demander de poser, quoi. Même pas. Même pas en plus. Mais non, moi, j'aime pas le mot militant, parce que le militant, en fait, il est là pour vraiment, je dirais, attaquer. Il est là pour plutôt essayer de faire changer les gouvernements, faire plier des lois. Moi, je suis là pour offrir malgré tout un plaisir, parce que c'est un plaisir de s'habiller, voilà. Et je veux pas moraliser les gens. J'ai jamais voulu moraliser les gens. Je pense que dès qu'on moralise, on est encore plus attaquable, et on sait qu'on est quand même un modèle fragile, imparfait. C'est logique. Il n'y a pas de perfection dans nos métiers. On veut juste dire que ce qu'on fait, on le fait bien et on s'y tient, et on n'a pas donné de leçons. Voilà. C'est comme ça que je suis pas en train de dire que Zara c'est nul ou Shine c'est nul. C'est un modèle. Nous, on en défend un autre. Et en fait, on essaie d'attirer un max de monde dans notre modèle de la fair fashion. Et donc, les militants, ce que je dis à mes salariés, c'est soyez pas militants, parce qu'en fait, il faut vivre dans le monde réel, quoi. Et le monde réel, il est aussi teinté d'une désirabilité qui est forte. C'est-à-dire que les gens veulent de la désirabilité. Et dans la mode, c'est encore plus fort. On ne s'habille pas par contrainte. On ne s'habille pas pour faire plaisir à l'environnement. On s'habille d'abord pour soi. Et si en plus on fait du bien
et qu'on respecte la planète et notre environnement et la partie sociale et sociétale, en fait, c'est fine. Mais ça doit presque être l'effet qui se coule, comme on l'appelle. Est-ce que justement, quand tu recrutes, que ce soit 1,5 million, enfin, à une phase où tu rassembles 1,5 million ou 15 millions, tu arrives toujours à être super aligné avec ces valeurs-là? Parce que quand une équipe grandit, j'imagine qu'il y a eu des nouveaux recrutements, je trouve que c'est extrêmement complexe de conserver cette culture d'entreprise. Est-ce que vous avez mis, à part la mission, d'autres choses en place pour justement renforcer sans cesse cette envie de contribuer à une mission plus grande que d'un simple produit? Bah, vraiment, c'est dans les métiers, quoi. Si chacun connaît la mission sur le bout des doigts, qui sait dans quel cadre, en fait, finalement, la mission, ça définit un peu un bassin de nage dans lequel tu peux te faire des longueurs de travers de côté, mais il y a toujours un bord, quoi. Et le cadre, il est tellement précis de ce bassin de nage que finalement, on peut s'épanouir, mais on est contraint. Et ouais, c'est des contraintes. Je pense que tous les jours, il y a des, on peut entendre de se dire, putain, mais Nico, il faudrait qu'on fasse des soldes flottantes, des promos. Là, en automne, les gens en font. Non, nous, on fait pas de promos, sauf pendant les soldes, qui sont les fins, les bouts de collection qui nous restent. Mais on va pas duper le client pendant la saison. On fait pas de Black Friday. On a d'ailleurs rassemblé 1000 marques autour du Black Friday depuis 6 ans. Et donc en fait, on n'est pas militant, mais on essaye d'accompagner vers des modes d'habillement plus sains toute notre génération sans les moraliser, parce que c'est cool. En fait, il faut rester cool. Et en plus, moi, je sens que quand on est militant, en général, un militant, il fait une dépression à un moment donné. Et moi, j'ai pas envie de faire une dépression. Parce qu'en fait, il se trouve que tout est pourri, tout est naze, et que tout est nul, et qu'en fait, il n'y a pas de solution. Waouh. Et ça, moi, je trouve que c'est souvent le constat. Alors, pardon, je suis désolé s'il y a des militants ici. J'espère pas vous avoir trop pénalisé, mais en tout cas moi, dans ma constitution, dans la constitution de mon associé Fred et de mes salariés, on se sent pas militant et on ne veut pas le devenir. Et ben justement, Fred, très bon lien. Parmi les rares boîtes que j'observe un peu régulièrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de vagues dans ton association, et c'est absolument génial à voir. Ou peut-être que tu caches tout. Et du coup, dis-nous si tu caches tout. Non, mais comment vous réussissez depuis 15 ans à être copains, à déménager ensemble, parce que je sais que vous avez tous les deux des enfants, une femme. Enfin voilà, vous déménagez tout, vous déménagez une boîte et vous restez, on a l'impression en tout cas, super alignés sur les valeurs et sur vous, quoi. Et ça, c'est assez fort. Donc, donne-nous ta secret sauce, comme on dit ici. Alors c'est un avantage et c'est une faiblesse, parce que dans notre boîte, on nous dit souvent, il y a une tour d'ivoire avec les deux fondateurs qui sont très liés, quoi, et qui parlent beaucoup, et donc comme s'il y avait un peu une chambre de décision, et puis après on redescend d'autres décisions, mais qu'on est très liés souvent dans la discussion. Et ça, je répondrais que j'ai l'impression que c'est un peu comme le couple. Au début, on dort dans un lit, puis après, à l'époque, on voyait dans les films, on commence à mettre une table de nuit entre les deux lits, et à la fin, comme l'autre ronfle trop, bah, il va dans une autre chambre. Et là, c'est un peu chaud quand même. Alors, c'est ma perception, pardon. Encore une fois, s'il y en a qui ont mis des tables de nuit, désolé. Voilà. Et ceux qui sont dans les chambres séparées, encore plus désolé. C'est ma perception. Et du coup, nous, en fait, notre chambre, c'est notre bureau. Et on partage le même bureau. Voilà. Donc, il y a pas de table de nuit, il y a juste une corbeille à papier entre nous deux. Mais en fait, ce qui nous permet de désamorcer quand même beaucoup de choses, d'être très souvent finalement tous les deux. Et je pense qu'en fait, ça donne cette agilité de discussion facile, de désamorçage, et de pas avoir l'impression de devoir prendre rendez-vous avec l'autre pour lui parler. Voilà. Donc c'est facile en fait d'avoir nos vies avec nos équipes, parce qu'on a la boîte est assez bien répartie, et en même temps d'avoir ces moments où on se ping-pong. Et pourquoi ça se passe si bien? Alors du coup, je pense qu'on a une amitié aussi qui a évolué, et c'est tout à fait normal, parce qu'on se voit quand même beaucoup depuis 15 ans. On se voit peut-être un peu moins en dehors de notre vie, mais on continue de se voir. Malgré tout, en fait, au quotidien, on a vraiment ces rituels de discussion, et je sais pas ce que je pourrais dire de plus, mais en fait, on a aligné dans les intérêts aussi, quoi. Bon, c'est comme toute association, mais on sait que l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, aujourd'hui, à date dans le projet, il y a aucun de nous deux qui a jamais eu un trop gros coup de blues. Parce que ça pourrait se sentir à un moment, un des deux dans l'association, souvent, c'est qu'il y en a un qui à un moment se dit, ouais, moi, je sais plus trop ce que je fais. Je crois que j'ai peut-être envie de faire autre chose. Et en fait, c'est là où il faut vite décanter les affaires. Et pour l'instant, en fait, nous, on kiffe notre métier, on kiffe notre boîte, nos équipes. Donc, ça se passe bien. Et en fait, donc, bureau en commun, beaucoup de discussions, désamorcer énormément, et pas jouer au papa et à la maman avec ses salariés, quoi. Non, mais je crois que Fred m'a dit que c'était OK. Et toi, pourquoi tu me dis non? Ça, il faut vraiment faire gaffe aussi, mais c'est comme partout, quoi. Voilà. Et je pense que intelligemment, quand on y met peut-être, quand on montre qu'on est unis aussi tout le temps,
on montre qu'on est unis, bah, finalement, ça incite pas trop à la division. La division, elle peut venir juste, et on l'a créée avec notre codir. C'est là où on peut afficher un peu plus nos différences tous les deux, en se disant, bah, en fait, il y a un cercle restreint de personnes qui nous observent et qui nous écoutent, et leur avis va nous être intéressant dans cette divergence. Voilà. Mais interdiction devant 150 personnes et 150 salariés d'afficher une divergence, il faut pas. Ok, donc apparemment c'est juste un mariage. C'est beau, c'est très beau. C'est un CDI. C'est un CDI. C'est un CDI, ok. On va revenir sur juste un petit truc aussi qui m'intéresse pas mal, c'est la notion de design to recycle. Ouais, en français, je sais pas comment le dire, ceci dit. Et c'est au cœur de votre engagement. Comment ça se concrétise aussi dans la façon de créer un produit? Alors, en fait, chez nous, on est d'accord que le réacteur, hein, le cœur du réacteur, c'est le produit. Parce qu'en fait, notre finalité, tout ce qu'on fait de chez Fago, c'est d'habiller notre génération contre le dérèglement climatique. Et en fait, dès le début, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'on essaye de créer une désirabilité très forte sur nos produits. Il faut que les gens aient envie d'acheter du Fago, envie de s'habiller. Alors, quand je dis ça, c'est pas envie de surconsommer, hein. On dit juste que l'humanité a fait le vœu de pas être nudiste, hein, ça on est tous d'accord. On le montre encore ici. Donc, en fait, on doit s'habiller. Et nous, ce qu'on veut, c'est être plus désirable que les autres marques, pour que les gens aient envie de nous porter. Ensuite, ce qu'on dit dans le produit, c'est que ce produit doit émettre le moins de CO2 possible. Donc en fait, on est devenu des pros des émissions de CO2. On calcule 100% des émissions de CO2 de tous nos produits au gramme près. C'est pour ça que vous l'intégrez dans votre bilan, dans votre BP pour 2024, quoi. Exactement. Votre bilan carbone avant le. Voilà, là on est en train de commencer à amorcer des prévisions de carbone. Là où aujourd'hui toutes les boîtes, 100% des boîtes calculent leur bilan carbone de l'année, un peu en mode j'ai fait ça, ballot, putain, c'est con. J'ai fait une connerie là. Bon, on constate à la fin de l'année. Nous, alors, on constate, ça fait 15 ans, pardon, qu'on fait nos bilans carbone. 16 ans, parce qu'on a fait le premier bilan carbone, on l'a fait avant même de créer Fago. On a fait un bilan carbone anticipatoire de notre activité pour essayer de réduire. Bon. Et maintenant, donc, on tombait souvent en fin d'année, ok. Et là, on se dit, en fait, on veut anticiper un peu mieux nos émissions pour voir comment, en fait, on réagit avant même de faire les conneries. On n'arrive pas partout parce que c'est très compliqué aujourd'hui de tout calculer. Mais en tout cas, sur nos produits, ce que je peux vous dire, c'est que nos émissions de CO2 ont baissé de 50% en 10 ans sur nos produits. Et la principale constituante, c'est les matières recyclées. En fait, aujourd'hui, on est devenu un peu des experts du recyclage de matières, de vos vêtements que vous portez aujourd'hui, ou de plein d'autres choses. En fait, on recycle pour fabriquer donc du plastique recyclé, donc du polyester recyclé à partir de plastique recyclé, du cuir, du coton, de la laine. On recycle tout. On est des recycleurs. Alors c'est pas très glamour comme ça. En revanche, ça permet de réduire entre 50 et 80% les émissions de CO2 de la matière. C'est juste lunaire. Et en fait, c'est un marché qu'on a complètement défriché parce qu'au début, on allait voir des usines en leur disant est-ce que tu pourrais utiliser du plastique recyclé? Oh là là, attends mec, attends, va chez le voisin là, tu me saoules là. Donc on a mis 3 bonnes années à onboarder nos usines. Et aujourd'hui, les usines nous demandent d'en faire plus. Ils nous disent c'est trop bien, c'est génial. Du coup, on essaie de trouver d'autres clients pour ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres clients, parce qu'en fait, ils voient que nos commandes augmentent, donc c'est à dire que ça rapporte du business. Et 2, du coup, ils se disent putain, mais en fait, ça crée aussi du sens pour tout le monde, quoi. Donc l'industrie peut se transformer encore un peu. L'industrie peut se transformer, complètement. Et elle est en train de le faire. Et malheureusement, et je pense que c'est ce qui va nous distinguer pendant un certain temps de beaucoup d'autres marques, c'est que nous, on est plutôt dans un modèle totalitaire, c'est-à-dire que 80% de nos produits intègrent des matières recyclées, là où des marques connues, des grandes marques espagnoles connues, intègrent plutôt 5% de leurs produits intègrent des matières recyclées. Mais pourtant, c'est celle qu'on voit partout en 4x3 dans le métro et dans les magazines. Voilà. Donc nous, on est plutôt un modèle totalitaire où la majorité l'emporte là-dessus. Et surtout, et je pense qu'il va encore nous différencier pendant pas mal d'années, c'est qu'on est natif de ça. Et c'est pour ça que je vous incite, là, quand on parle de 0 to 1, c'est dès le début de se poser les bonnes valeurs. Nous, on a dit que c'était le carbone. Donc c'est vraiment la maîtrise de nos émissions de CO2. Vous, ça peut être autre chose, hein. Il faut choisir sa vision, l'écrire vite, mais par contre le faire dès le début. À mon sens, sachant que par exemple les matières recyclées nous coûtent 25 à 30% plus cher que un marché normal. Donc ça veut dire que si tu l'intègres pas dès le début dans ta contrainte et que tu dis putain yes, ça y est, on va devenir responsable, c'est du recyclé, paf, 25% dans ton business plan en plus. Désolé les gars, on augmente les prix parce que on avait oublié d'être responsable, quoi. Ok, malheureusement il me reste 20 Mais on peut faire des économies aussi. Ah oui, je dis juste avec la responsabilité, on peut faire beaucoup d'économies sur l'énergie dans les usines,
en installant des panneaux photovoltaïques plutôt que d'utiliser du fuel, blablabla, etc. Il y a aussi beaucoup de pistes d'économie à réaliser. On aimerait beaucoup continuer, Nicolas, tu sais. Mais il nous reste 5 secondes maintenant. Donne vite un conseil aux jeunes entrepreneurs que tu étais. Vite, vite, vite. Let's go, 0 à 1. Vas-y. Non, bah, let's go, allez-y. Non, je voulais peut-être faire un petit sondage. Qui est à l'étape 0? Ok. Qui pense qu'il est à l'étape 0,5? Ok. Et à l'étape 1? Ok. Cool. Bah écoutez, non mais ce que je redirais, je crois que c'est les 2 premiers exemples que j'ai cités, c'est il faut beaucoup parler de son projet. Je pense que celui qui n'a pas encore démarré et qui voudrait vous copier, il a déjà 6 mois de retard parce qu'il n'est pas dans votre tête et que vous avez déjà bien évolué. Après, vous n'êtes pas obligé de tout dire, évidemment. On peut raconter par bribes, mais il faut parler, il faut parler, il faut parler. Surtout si vous êtes seul et que vous n'êtes pas en association, parce qu'il y a la solitude du dirigeant qui vient très vite. On m'en parle beaucoup. Et le deuxième point, c'est n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est bouché ou fermé. Évidemment que personne vous attend nulle part sur aucun des secteurs. Voilà. Donc en fait, faut juste, et de temps en temps, en fait, on veut nous faire dire un peu, va là parce qu'il y a de la place. Non, mais en fait, moi, je suis viscéralement convaincu que l'entrepreneuriat, ça part vraiment des tripes et qu'en fait, ça vient de notre capacité à se dire, attends, mais ça m'excite, 2, ça va me faire kiffer, même si c'est le plus bouché, je vais tellement tout donner que potentiellement, je vais y arriver. Donc en fait, c'est viscéral. Merci Nicolas.